Bonjour à toutes et à tous. Je suis également très content et très honoré d'être avec vous. Et je vous remercie également pour la présentation très chaleureuse qui a été faite. Et je mesure en même temps que ça me met une très lourde pression. Donc, je vais vous parler d'autorité éducative, d'autorité professorale. Je n'ai pas prétention à parler de l'autorité en général. Sans doute d'ailleurs faudrait-il distinguer l'autorité du magistrat, qui n'est pas tout à fait la même que celle du professeur, qui elle-même n'est pas la même que celle de l'arbitre ou d'une autre personnalité. Je vais intervenir en deux temps, en deux moments. Je voudrais tout d'abord, dans un premier temps, faire une série de remarques générales sur l'autorité éducative, une série de remarques liminaires, j'en ferai plus précisément 5. Ce sont des remarques assez élémentaires, mais elles me semblent nécessaires pour cerner cette notion d'autorité éducative. Parce que beaucoup de textes, beaucoup d'écrits ont été publiés ces derniers temps sur cette question de l'autorité, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de ces contributions ont participé à clarifier cette notion d'autorité. Et puis dans un second temps, je tenterai de comprendre l'érosion de l'autorité éducative, parce qu'il y a une érosion de l'autorité éducative, et je voudrais donc avancer quelques éléments de diagnostic, convaincu que nous pourrons entrer ensemble dans les mêmes réponses que si nous entrons ensemble dans les mêmes questions, que si nous entrons ensemble dans les mêmes interrogations. Nous n'entrerons ensemble dans les mêmes réponses que si nous entrons ensemble dans les mêmes constats. Donc, deux temps, deux moments, quelques remarques liminaires pour cerner cette notion d'autorité éducative, et puis quelques éléments de diagnostic pour tenter de comprendre l'érosion de l'autorité éducative, de l'autorité professorale. Et donc, j'en viens sans plus tarder à la première partie de mon propos et à mes 5 remarques liminaires. Première remarque générale, première remarque liminaire, l'autorité n'est pas le pouvoir. Si l'autorité et le pouvoir s'inscrivent l'un et l'autre, l'un comme l'autre, dans un rapport de dissymétrie, il n'en reste pas moins que l'autorité n'est pas le pouvoir. L'auctoritas n'est pas la potestas. Et notre propension à les coller, à les superposer, pour, in fine, les confondre, tient sans doute au fait qu'autorité et pouvoir sont intimement liés, intimement mêlés dans la pratique éducative. Or, l'autorité n'est pas le pouvoir, l'exercice de l'autorité n'est pas simple domination. L'autorité appelle de celui qui est en position basse dans la relation une forme d'obéissance qui est radicalement distincte de la forme d'obéissance qui est impliquée dans la relation de pouvoir. Disons les choses plus simplement, obéir aux recommandations de son médecin, ce n'est pas se soumettre aux injonctions menaçantes d'un voyou. Il s'agit bien dans les deux cas d'une forme d'allégeance, mais vous comprenez qu'elles ne sont pas subjectivement vécues de la même manière. Obéir n'est pas se soumettre. L'obéissance n'est pas la soumission. L'autorité n'est pas le pouvoir, parce que l'autorité n'est pas de l'ordre de la contrainte. L'autorité n'est pas de l'ordre de la coercition. Elle est de l'ordre de l'influence, l'autorité. Michel Foucault, grand philosophe français, dont on fête cette année le 30e anniversaire de sa mort, disait, je le cite, « L'influence que l'on exerce n'est jamais un pouvoir que l'on impose ». C'est une référence importante parce que Michel Foucault fait partie de ces philosophes que l'on engage, que l'on enrôle très volontiers comme un critique de l'autorité. Or, Foucault, en tout cas le premier Foucault, parce qu'il y a plusieurs Foucault dans l'œuvre philosophique de Foucault, ce n'est pas une réflexion sur l'autorité, c'est une réflexion sur la domination. Donc, on aurait tort d'enrôler Foucault comme un penseur anti-autorité. Donc voilà ma première remarque générale, ma première remarque liminaire. L'autorité n'est pas le pouvoir, parce que l'autorité n'est pas de l'ordre de la contrainte, l'autorité n'est pas de l'ordre de la coercition. Seconde remarque
générale, seconde remarque liminaire sur l'autorité éducative, l'autorité nécessaire. La question pour ou contre l'autorité dans le champ de l'éducation est une question qui, à strictement parler, n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sans exercice d'une forme d'autorité. Non pas que l'autorité soit un élément ou un ingrédient du travail éducatif. Mieux, éduquer et autoriser, ce sont les deux faces d'une même réalité. Éduquer et autoriser, ce sont les deux faces d'un même processus. Éduquer, c'est autoriser. C'est autoriser à grandir, à expérimenter, à découvrir, à se tromper, à aimer. Éduquer, c'est autoriser. Et c'est en ce sens que j'ai pu dire que l'autorité est un concept méta-éducatif, parce que l'autorité structure et traverse toutes les expériences qui sont relatives au grand livre. Éduquer, c'est autoriser, et grandir, c'est se sentir autorisé. C'est se sentir graduellement, progressivement autorisé. Donc l'autorité, vous voyez, n'est pas contraire à l'autonomie. C'est le moyen même pour accéder à l'autonomie. Troisième remarque liminaire, troisième remarque introductive, la question du fondement. Qu'est-ce qui fonde l'autorité du professeur avec un petit a à autorité? Qu'est-ce qui fonde l'autorité de l'éducateur avec un petit a à autorité? La réponse est simple. Les savoirs, la culture, les sciences, les techniques, les œuvres, les codes et les usages sociaux, de sorte qu'il faut retourner une formule quelque peu triviale selon laquelle l'éducation appelle l'autorité ou l'enseignement appelle l'autorité, et dire plus fondamentalement, c'est parce qu'il y a de l'autorité avec un grand A à autorité qu'il faut éduquer. C'est parce qu'il y a de l'autorité avec un grand A qu'il faut enseigner. Autorité avec un grand A, oui. Autorité de la culture, autorité des sciences, autorité des techniques, des savoir-faire. De sorte que, voyez-vous, l'autorité du professeur ou l'autorité de l'éducateur avec un petit a, c'est une manière pour aider le nouveau venu, celui qui arrive, à apprivoiser ces grandes autorités avec un A majuscule que sont les œuvres, la culture, les techniques et les savoir-faire. L'éducateur est celui qui fait entrer dans le monde le nouveau venu. C'est celui qui fait entrer dans l'univers des mondes symboliques qui constituent l'humanité. Il y a une très belle formule de Locke, qui est un philosophe anglais du XVIIe, antérieur à Rousseau, qui définit l'éducateur comme celui qui ouvre doucement la scène du monde. L'éducateur, dit Locke dans ses réflexions pédagogiques, c'est celui qui ouvre doucement la scène du monde. Et ce que l'on peut retenir comme terme clé dans cette belle formule lockéenne, c'est le petit adverbe doucement. Le professeur, l'éducateur, est celui qui rend doucement la culture accessible, lisible. Doucement, il rend les codes et les usages sociaux familiers. Doucement, il rend le monde proche, saisissable. L'autorité est initiation. Elle est invitation à entrer dans le monde. Ce que les détracteurs modernes de l'autorité méconnaissent, finalement, c'est cette vérité essentielle, c'est cette vérité anthropologique majeure, c'est que l'on ne s'autorise jamais seul à être contemporain du monde. On ne s'autorise jamais seul à être contemporain du monde. D'où vous voyez que la relation d'autorité n'est jamais duelle, toujours triangulaire. Elle n'est jamais simple rapport. Elle est toujours jeu à trois composants. L'autorité présuppose une référence idéale, une tiercéité, la culture, les œuvres, les savoirs scientifiques, les codes et les usages sociaux, les techniques, et en même temps elle présuppose la conscience partagée
que nous ne sommes pas à la même distance, l'élève et le professeur, l'éduqué et l'éducateur, de cette référence idéale. De sorte que lorsque ce tiers visé, la culture, les œuvres, les savoirs, ce tiers valorisé, ce tiers visé parce que valorisé, vient à s'étioler, c'est la relation d'autorité qui vacille et qui menace de s'écrouler. Toute relation d'autorité se dégrade en une relation de contrainte lorsqu'il n'y a plus de jardin à partager entre les plus grands et les plus petits. Quatrième remarque liminaire, quatrième remarque générale, relation d'autorité, relation spécifique. La relation d'autorité est une relation particulière. J'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises pour montrer que la relation d'autorité n'est réductible ni à une relation manipulatoire, ni à une relation de pouvoir. Ni manipulation, ni coercition brutale. Et on peut même dire que c'est là où l'autorité vient à manquer, que la manipulation ou la coercition brutale menace de faire retour. L'autorité, finalement, nous préserve de ce double écueil. L'écueil de la manipulation et l'écueil de la coercition brutale. Alors, la première caractéristique de la relation d'autorité, c'est que c'est une relation indirecte. Elle n'est pas une action sûre, elle est une action qui vise à susciter en l'autre une action. C'est une activité qui vise à susciter en l'autre une activité, de sorte qu'elle demande un peu de temps pour se déployer, la relation d'autorité. Et en ce sens, elle est différente de la séduction. En tout cas, si nous pensons la séduction sous la forme de la séduction coup de foudre, parce que nous pouvons la penser autrement, la séduction. Mais en tout cas, si nous pensons la séduction sous le registre du coup de foudre, la relation d'autorité, elle requiert un peu de temps pour se déployer. Elle serait proche alors d'une séduction-imprégnation, si je puis dire, parce qu'on peut penser la séduction comme une séduction lente, qui lentement vous gagne d'une certaine manière, et qui est sans doute une séduction plus durable que celle qui se manifeste dans l'immédiateté du coup de foudre. Donc voilà sa première caractéristique. Elle est une activité qui vise à susciter en l'autre une activité. Sa deuxième caractéristique est la reconnaissance. L'autorité présuppose la reconnaissance. C'est la faiblesse et la grandeur de l'autorité en même temps. C'est une influence qui, pour se déployer, requiert d'être reconnue par celui-là même qui va en être le bénéficiaire. L'autorité ne fonctionne que si celui qui est soumis à la relation d'autorité la reconnaît pleinement. D'où cette formule d'une grande philosophe allemande devenue américaine, Hannah Arendt, un très beau film récemment, pour présenter ce moment à Eichmann à Jérusalem, où elle est embauchée comme journaliste pour suivre le procès d'Eichmann. Et dans un de ses ouvrages, Hannah Arendt dit, c'est une formule qui peut sembler terriblement paradoxale et contradictoire pour quelqu'un qui a peu réfléchi à la question de l'autorité, mais dès lors que l'on a essayé un peu de penser cette question de l'autorité, on s'aperçoit que c'est une formule extrêmement juste. L'autorité, dit-elle, implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté, à la différence fondamentale du pouvoir, où d'une certaine manière on abdique de sa liberté quand on est dans la position basse, dans une relation de pouvoir. Enfin, troisième caractéristique, c'est qu'elle a un terme dans la relation d'autorité. Elle est temporaire, elle se termine. Nul n'est le professeur d'autrui ad vitam aeternam. On est le professeur d'autrui qu'un temps. Certes, on est le père ou la mère de sa fille, de ses enfants, de ses garçons, ad vitam aeternam, mais on n'en est pas ad vitam aeternam les éducateurs et les guides. Et si l'influence manipulatoire, elle,
à la différence de la relation d'autorité, se plaît à réaffirmer la dissymétrie originelle, c'est parce qu'elle a vocation à perdurer, elle a vocation à continuer. Alors que la relation d'autorité travaille à sa propre éclipse. On a pu dire il y a 3, 4, 5 décennies, il y a quelque temps déjà, que tout éducateur travaillait à sa propre mort symbolique. C'est tout à fait juste. Tout éducateur travaille à ne plus être éducateur un jour. Toute éducation réussie, par définition, se termine. Donc, la relation d'autorité est une relation temporaire qui a vocation à se terminer un jour. Enfin, cinquième et dernière remarque, elle est relative au processus d'autorisation. Quand on parle d'autorité, on aime bien souligner, et j'emploie ici une formule de Rousseau, dire qu'elle regarde plus à l'avantage, c'est ce que dit Rousseau dans le second discours, l'autorité regarde plus à l'avantage de celui qui obéit qu'à l'utilité de celui qui commande. Donc on aime bien, quand on parle d'autorité, dire qu'elle produit des bénéfices pour celui qui est dans la position basse. De même qu'on aime bien, quand on parle d'autorité, de caractériser la relation d'autorité pour montrer qu'elle n'est ni une relation manipulatoire, ni une relation de pouvoir. C'est ce que j'ai fait il y a quelques instants, en montrant qu'elle avait 3 caractéristiques. Mais on dit peu de choses sur le dynamisme, sur le mouvement propre de la relation d'autorité, qui est la dialectique de l'accompagnement et de l'interdiction. Il n'y a pas d'accompagnement en éducation sans interdiction. Il n'y a pas d'autorisation sans interdiction. Il n'y a pas d'émancipation, plus fondamentalement, sans limite posée. L'éducateur doit donc signaler les dangers, les pièges. Il doit interdire les régressions, les dérives. Il doit poser un cadre et le maintenir. Qui interdit et qui, dans le moment même où ce cadre interdit certaines choses, en autorise d'autres. Vous voyez, le processus d'autorisation, il est dialectique. Il interdit, il autorise, il interdit, il autorise. Il est continu et il est progressif. Et il s'estompe avec l'autonomie du sujet arrivant. Voilà les 5 remarques générales sur cette question de l'autorité éducative. Et de ces 5 remarques, je retiens, outre le terme d'autorité, 5 autres termes. Dissymétrie, autorisation, reconnaissance, tiers au sens de cette réalité qui est en droit partageable au terme du travail d'enseignement par le professeur et l'élève, par l'éducateur et l'éduqué, tiers et le temps, au sens du temps humain et du temps historique. Autorité, dissymétrie, autorisation, reconnaissance, tiers et temps. Et la question éducative, voyez-vous, est tout entière inscrite dans le cercle que dessinent ces signes-là. Autorité, dissymétrie, autorisation, reconnaissance, tiers et temps. J'en viens à la seconde partie de mon propos et je soutiens donc qu'il y a une érosion de l'autorité éducative. Je vous propose 3 lectures, 3 interprétations pour tenter de comprendre ce processus d'érosion. Une lecture sociologique, une lecture philosophique et une lecture anthropologique. On pourrait discuter mes libellés en me disant votre lecture anthropologique est autant philosophique que votre lecture philosophique n'est anthropologique. Peut-être, sans doute, peu importe. Là n'est pas le sujet. 3 lectures. Mais peut-être plus important que ces objections sur mes libellés, est-ce qu'il faut parler d'une érosion de l'autorité éducative ou est-ce qu'il faut parler d'une crise de l'autorité éducative?
puisque c'est souvent ce libellé de crise qui revient, notamment dans la presse. Alors, malgré notre dilection pour le mot crise, on aime bien ce mot crise, une véritable dilection pour ce mot-là, j'incline à penser que le terme d'érosion est préférable. D'abord préférable parce que il rend mieux compte de la réalité. Le terme de crise nous renvoie à l'idée d'urgence, à l'idée de moment critique, c'est l'étymologie, crisis, critique. Le terme d'érosion nous renvoie à l'idée d'une dégradation qui est en même temps une transformation. Et puis, l'idée d'érosion introduit une temporalité qui est un petit peu plus lente, plus adéquate au rythme des temps sociaux, qui est moins chaude, moins vive, moins irruptive que les rythmes du politique. Et puis préférable parce que le terme de crise suscite beaucoup de crispations idéologiques. Les déclinistes de tout poil, les lamentations, les déplorations des déclinistes de tout poil, qui voient du déclin partout, à tous les coins de rue. Je ne partagerai pas leur avis, évidemment, à ces déclinistes. Et donc, pour cette double raison, à la fois sociologique, je crois que le terme d'érosion rend mieux compte du processus qui est à l'œuvre sous nos yeux, et pour cette raison idéologique, de ne pas participer à ces crispations intempestives, il me semble que le terme d'érosion ou d'affaiblissement sont des termes préférables. Alors, 3 lectures qui renvoient à 3 scénarios. Une lecture sociologique qui va renvoyer au scénario de la perte de confiance. Une lecture philosophique qui va renvoyer à l'idée d'un conflit de valeurs. Pour être un peu prétentieux, on dirait un conflit axiologique, un télescopage axiologique. Axios, c'est ce qui vaut en grec, l'axiologie, c'est l'étude des valeurs, conflit de valeurs, si vous voulez. Et puis une 3e lecture anthropologique qui renvoie à la primauté du présent et de l'immédiateté dans nos sociétés, au triomphe du présent et de l'immédiateté dans nos sociétés. Alors, ma première lecture sociologique de cette érosion de l'autorité éducative, elle consiste tout simplement à dire que s'il y a un affaiblissement de l'autorité des professeurs, cela est une conséquence. C'est une conséquence quasi mécanique de la perte de crédit que connaît l'école comme institution, comme instance de promotion. Le déclin de l'autorité des professeurs, des éducateurs dans les institutions d'enseignement, c'est la conséquence mécanique de l'affaiblissement de l'autorité de l'école elle-même comme instance de promotion. Cette thèse, c'est la thèse de grands sociologues français, François Dubé, Marie Durubella et quelques autres. Elle consiste plus précisément à dire ceci. Il y a quelques décennies, ma génération, avoir le baccalauréat, c'était être assuré de faire des études supérieures, et faire des études supérieures, c'était la garantie d'un emploi moyen ou supérieur. La promesse d'emploi que faisait l'école, si tu travailles bien, tu vas voir. Promesse par procuration. L'école ne crée aucun emploi, c'est le monde du travail, c'est l'économie qui crée les emplois. Mais l'école faisait bien cette promesse. Je l'ai entendu souvent, moi, à l'école, en famille. Ah, Eric, si tu travailles bien, tu vas voir demain, ça sera pas mal. Cette promesse, l'école d'aujourd'hui a plus de mal à la tenir. Il y a un affaiblissement de la valeur instrumentale de l'école. Ce qui est demandé et exigé à certains est en décalage avec ce qu'ils peuvent raisonnablement espérer en termes socio-professionnels. De sorte que l'enseignant chahuté y est au titre de représentant d'une institution qui ne tient pas ses promesses, ou peu, d'une institution qui déçoit.
d'une institution dont on n'attend pas grand-chose. Et cette défiance à l'endroit de l'école a pris un tour particulièrement aigu pour les classes sociales les plus pauvres, les plus modestes, les plus précarisées, les plus paupérisées de notre société. Ces classes sociales paupérisées ont véritablement inversé leur rapport à l'école en un siècle. À la charnière du 19-20e, au moment du grand essor de l'école républicaine, les classes sociales les plus paupérisées de la société française sont dans un rapport d'espérance à l'endroit de l'école. Elles en attendent pour leurs enfants un accès à la culture, une inscription plus haute dans la hiérarchie sociale que leur propre inscription à eux, mère et père. Aujourd'hui, ils n'attendent plus grand-chose. Il y a une forme de désenchantement, pour ne pas dire de désespérance, à l'endroit de l'école pour ces classes sociales les plus défavorisées de notre société. L'érosion de l'autorité professorale peut être lue à la lumière de la perte de crédit des institutions républicaines en général et de la perte de crédit de l'école en particulier. Vous voyez que dans ce schéma, la réponse ne peut être qu'une réponse politique. Toutes les tactiques ou les stratégies qui disent « il faut plus de pédagogie inventive », « il faut plus d'inventivité didactique des maîtres », ne sont que des stratégies illusoires, ne sont que de vaines stratégies, pire, idéologiques, au sens où elles nous cachent les enjeux. Ce qu'il importe ici, c'est de revitaliser le projet de l'école, de revitaliser le projet de l'égalité des sens. Si je devais parler comme Dubé dirait, s'il était à cette tribune, il faut faire advenir, après l'école républicaine, une école démocratique, qui n'en appelle pas au mérite, il est biaisé le mérite par le donné familial, mais qui en appelle à la justice. Et si je voulais parler plus simplement, en mon nom, mais dire du Dubé, je pourrais dire, il faut faire advenir une école qui fait réussir. Car dans une école où les élèves réussissent, les professeurs font toujours autorité. Vous voyez cette lecture de la perte de confiance à l'égard de l'institution, et d'une certaine manière, les acteurs de l'école héritent d'une situation qui touche à l'institution d'abord, on peut l'appliquer aux parents, cette thèse de la perte de confiance. On peut l'appliquer aux éducateurs, on peut l'appliquer aux adultes en général. C'est difficile d'être un adulte aujourd'hui. On nous rebat les oreilles en nous disant « c'est terriblement difficile d'être un adolescent aujourd'hui dans notre société ». Oui, peut-être, sans doute même. J'incline à penser qu'il est peut-être encore plus difficile d'être un adulte que d'être un adolescent. Et que l'image de l'adulte, faite de croissance achevée, de développement à son apogée, d'équilibre subtil, et qui est posée à la fois comme un modèle, comme un horizon pour les jeunes générations, cette image se trouble, cette image se brouille. Difficile d'investir une position d'adulte quand les caractéristiques sociales, professionnelles, matrimoniales sont éminemment fluctuantes. On a un métier, on change, on perd, les conditions matrimoniales bougent, et donc toutes les conditions psychologiques arrimées à ces conditions professionnelles, matrimoniales, sociales deviennent incertaines. L'adulte postmoderne ne renvoie plus l'image de stabilité et d'assurance de son prédécesseur. Parce que le socle psychosociologique à partir duquel il parle, c'est lui-même fissuré, fragilisé. De sorte que si l'adultité n'est plus l'âge de l'évidence, alors l'érosion de l'autorité peut être comprise comme une perte de confiance à l'égard des adultes que nous sommes. Cette lecture de l'érosion de l'autorité professorale et au-delà de l'érosion de l'autorité des éducateurs parentaux, a une indiscutable part de vérité. Mais elle n'épuise pas le sujet, elle n'épuise pas la question.
d'où une seconde lecture que j'appelle philosophique et qui est le conflit de valeurs. Cette lecture est celle qui a été défendue par des philosophes comme Marcel Gauchet, Guy Coq, Alain Renaud, et moi-même j'ai défendu cette lecture au début des années 2000 dans la revue Esprit. Elle consiste en une phrase à dire ceci, puis je vais la développer comme je l'ai fait pour l'érosion de la lecture sociologique, consiste à dire que la pénétration des valeurs qui sont liées à l'idéal démocratique, c'est-à-dire les deux grandes valeurs de liberté et d'égalité, et peut-être plus particulièrement la valeur égalité qui est en train de faire un tabac dans nos sociétés. La pénétration de ces valeurs liées à l'idéal démocratique, constitutives de l'idéal démocratique, sont en train d'entrer dans les espaces pré-politiques. Donc, l'érosion de l'autorité ici est liée à l'entrée des valeurs liberté et égalité au sein des espaces pré-politiques. Et ce que l'on appelle espaces pré-politiques, depuis Hannah Arendt, ce sont des espaces qui sont structurés de manière dissymétrique en raison de leur vocation éducative. La famille, l'école sont des espaces pré-politiques. Ils fonctionnent à la dissymétrie en raison même de leur vocation, de leur tâche d'éducation. De sorte que, voyez-vous, l'avancée des valeurs démocratiques, et je dis ça en tant que démocrate, évidemment, mais l'avancée des valeurs démocratiques, et notamment de la valeur égalité, à l'intérieur des sphères pré-politiques, est en train d'effacer les rapports d'altérité et en même temps d'affaiblir les relations d'autorité. Parce qu'il faut bien comprendre que les relations d'autorité étaient greffées à des relations d'altérité. L'adulte, l'enfant, le professeur, l'élève, l'éducateur, l'éduqué. Les relations d'autorité, tu es ce que j'essaie de dire, j'essaie d'être le plus limpide possible pour expliquer ces choses qui ne sont pas immédiatement faciles à dire. En tout cas, les relations d'autorité étaient liées à des relations d'altérité. Et donc, d'une certaine manière, l'effacement des rapports d'altérité, adulte-enfant, a entraîné presque mécaniquement un affaiblissement des relations d'autorité. Donc, une tension, si vous voulez, entre le rapport éducatif très hiérarchique et le mouvement d'émancipation critique de la modernité qui ne cesse de faire l'éloge de l'égalité. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est en train de cliver l'école. Ce n'est pas la question de la violence qui clive le corps professoral. On est d'accord, faut-il mettre des caméras devant la porte d'un établissement? Oui, bien sûr, si ça protège l'établissement de quelques ahuris et autres fous furieux. Mettons des caméras, il n'y a pas à avoir d'état d'âme sur cette question. En revanche, cette question de l'autorité est en train de cliver fortement le camp de l'école. Avec d'un côté un premier camp qui en appelle à la sanctuarisation de l'école, rendre l'école imperméable à son dehors, à ce mouvement d'émancipation critique de la modernité, et donc il faut enclore l'école. Ce premier camp me semble relever de l'illusion. Cela me semble relever de l'illusion, car je ne vois pas comment on peut, dans une société gagnée par la passion de l'égalité, c'est la formule d'Alexis de Tocqueville, la passion de l'égalité, je ne vois pas comment, dans les sociétés comme les nôtres, gagnées par la passion de l'égalité, on peut enclore un îlot de tradition pour continuer à faire fonctionner le modèle autoritaire traditionnel. En tout cas, il y a un premier camp qui se retrouve dans cette posture de sanctuarisation, de clôture de l'école. Et puis un second camp, et je me retrouverai plus volontiers dans ce second camp, parce qu'il me semble poser ce second camp la bonne question, qui est: comment peut-on être hospitalier dans les lieux d'éducation aux valeurs d'égalité, de liberté,
Parce que ce sont nos valeurs à nous modernes. Et elles sont belles, ces valeurs. On les a choisies, elles ne nous sont pas tombées dessus. On y a adhéré, on s'est battu même pour ces valeurs. Comment donc être hospitalier à ces valeurs, tout en maintenant la dissymétrie nécessaire pour que l'on puisse enseigner, pour que l'on puisse éduquer. Et nous ne saurions éliminer aucun des deux termes du problème. C'est pour ça que le problème est difficile. Si nous refusons d'accueillir les valeurs de liberté et d'égalité, ou plus de liberté et d'égalité que dans les années 50, on se retrouve dans le camp des antimodernes, et la défaite politique est déjà programmée. Mais à l'inverse, si on refuse l'idée que la dissymétrie doit exister aussi, alors là, ce n'est pas la défaite politique qui nous guette, c'est l'impuissance éducative. Parce que l'on peut éduquer que s'il y a une position de dissymétrie entre l'éducateur et l'éduqué, entre le professeur et l'élève. Il faut tenir ensemble les deux thèmes. Le problème qui nous arrive dans les lieux d'enseignement et d'éducation est lié à la culture démocratique. Donc on ne peut le résoudre que de l'intérieur de la culture démocratique. On ne peut pas sortir, on ne peut pas être en apesanteur. On n'est pas Dieu, il n'y a pas d'extériorité à la culture dans laquelle on est. C'est pour ça que la position d'Aldo Naouri est fortement démagogique. Un parent tyrannique, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas tenir 2 ans, ça explose. Sauf à penser que la famille est dans une sorte d'apesanteur sociopolitique, coupée des autres familles, coupée de l'atmosphère générale. Oui, elle n'est pas totalement ouverte sur le dehors, mais elle n'est pas non plus en apesanteur sociopolitique, la famille. Donc, il nous faut tenir ensemble les deux éléments du problème. Comment les lieux d'éducation peuvent être plus hospitaliers à la question de l'égalité et de la liberté, tout en disant qu'il faut maintenir nécessairement une dissymétrie qui est constitutive et nécessaire au travail d'enseignement. D'où vous voyez dans les établissements, des établissements qui sont au défi d'inventer des régulations plus ouvertes aux valeurs démocratiques, sans estomper la particularité du lieu scolaire. L'école reste l'école. Et donc de bricoler des modes de régulation où on essaye de lier droit et discipline. Véritable mariage de la carpe et du lapin. Parce que la discipline code des conduites, des comportements, elle repose sur la dissymétrie, elle est sous-tendue par l'utopie de la mise en forme, alors que le droit lui pose des limites, repose sur l'égalité des protagonistes. Les établissements scolaires sont aujourd'hui au défi de bricoler des formes de régulation qui allient discipline et une dose de droit, pour tenter d'assurer une forme d'égalité morale entre les protagonistes de l'action éducative, tout en maintenant une dissymétrie symbolique nécessaire entre les éducateurs et les éduqués. Quant à la classe, au niveau plus macro, je fais référence ici à mon petit ouvrage « Question de discipline à l'école ». Il faut co-construire le rapport d'autorité, la position d'autorité et le cadre disciplinaire. Il n'y a plus d'emblée l'autorité qui arrive et qui pose le cadre disciplinaire. Nous sommes aujourd'hui condamnés, si je puis dire, si c'est une condamnation, je ne sais pas, à co-construire à la fois la position d'autorité et le cadre disciplinaire. Voilà la lecture philosophique. L'entrée massive de la valeur égalité dans des espaces qui ne fonctionnent pas à l'égalité, mais qui fonctionnent à la dissymétrie, que sont la famille et l'école. Troisième lecture, la lecture anthropologique. Et j'en aurai terminé de mon propos. L'omniprésence du présent. Le point de départ est l'importance du présent dans nos sociétés hypermodernes, postmodernes. Anthony Giddens, grand sociologue anglais, dit tardo-moderne. En tout cas, nous sommes dans la seconde modernité. Nous ne sommes plus dans la première modernité, la modernité des Lumières. Vous voyez, c'est une modernité heureuse, optimiste.
les progrès de la raison, les progrès matériels, les lendemains qui chantent, les progrès technologiques. Nous ne sommes plus dans cette modernité. Nous sommes dans une modernité plutôt inquiète. Donc nous sommes dans des sociétés où le temps investi, le temps habité, le temps valorisé s'est rétréci à la dimension du présent. Omniprésence du présent. Nous sommes coincés entre un passé qui ne nous parle plus beaucoup, qui n'a en tout cas plus aucune puissance de légitimation, ce passé. Quelqu'un qui dirait, tiens, pour résoudre le problème-là en économie, regardez ce que les anciens faisaient en 1927. Tiens. Donc le passé est là, mais reconnaissons-le qu'il n'a plus de puissance de légitimation. Sa transcendance est émoussée. Il nous parle peu, ce passé. Donc nous sommes coincés entre ce passé qui nous parle peu et un avenir qui s'est vidé des grandes utopies séculières qui ont justement animé la première modernité. Les grands triomphes de la raison, les progrès infinis. Nous vivons donc dans un temps resserré, un temps désorienté, coupé de toute source, coupé de tout avenir. Et il faut bien comprendre que ce sacre du présent fragilise toute position d'éducateur. C'est le temps, voyez-vous, c'est le temps humain qui fait autorité. Le temps est la matière de l'autorité. C'est l'étoffe de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question de temporalité. Et si c'est une question d'ordre, ce n'est que secondairement, c'est parce que le temps distribue, c'est parce que le temps ordonne. Si l'éducateur, si la mère, si le père ont autorité, c'est parce qu'ils viennent de plus loin. C'est parce qu'ils étaient déjà là. Si le père, la mère, le professeur, l'éducateur font autorité, c'est parce qu'ils ont une antériorité sur le jeune. Ils ont une antécédence. Ils ne sont pas au-dessus, ils sont en avance. Vous voyez la question de l'autorité, ce n'est pas la question du pouvoir. L'autorité est inscrite dans le fil de la continuité générationnelle et des places symboliques que nous occupons. La formule de l'autorité serait celle-ci. Là où je suis, moi, le professeur, et là où tu n'es pas, toi, encore, l'élève, tu le seras un jour ici. Le temps viendra où tu prendras ma place. Là où je suis et où tu ne le trouves pas encore, tu accéderas le temps venu. Vous voyez que cette lecture anthropologique de l'érosion de l'autorité, c'est-à-dire cette fixation extrême dans nos sociétés sur le présent, est en même temps lue ou peut être lue comme une difficulté dans la capacité à transmettre. Car lorsque le présent devient l'ultime référence, le présent et tout ce qui l'accompagne, la mode, la consommation, la publicité, quand tout cela s'impose fortement, alors la culture des pères, avec un accent grave, et des mères, cède le pas au culte des pères, PAIRS, et la transmission tend à devenir imitation. C'est le poids des pères aujourd'hui, PAIRS, des autres adolescents, qui l'emportent sur la culture des pères dans ce monde focalisé sur le présent. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Et je voudrais terminer par ça pour ne pas vous laisser dans une démoralisation à peu près complète au terme de cette journée. Il existe une voie qui concilie attitude individuelle, engagement collectif et orientation politique. Attitude individuelle, engagement collectif et orientation politique. Attitude individuelle, il n'y a d'autorité pour le professeur, il n'y a d'autorité pour l'éducateur que dans l'attachement visible, ostentatoire, à quelques grands principes moraux et intellectuels. Il n'y a d'autorité pour le professeur
que dans l'attachement visible et ostentatoire à quelques grands principes moraux et intellectuels. Et c'est cette vertu de constance qui temporalise l'action en une action éducative. Donc, attachement visible et ostentatoire à quelques grands principes moraux et intellectuels. La justice, par exemple. La sollicitude, on pourra en parler si vous voulez. Engagement collectif, il n'y a d'autorité pour le professeur, il n'y a d'autorité pour les éducateurs dans les institutions que par la promotion de formes collectives de travail qui attestent d'une véritable solidarité professionnelle. Il n'y a d'autorité pour le professeur, il n'y a d'autorité pour les professeurs que dans et par la promotion de formes collectives de travail qui attestent une véritable solidarité professionnelle. Enfin, orientation politique qui, elle, doit être partagée, c'est qu'il faut bien comprendre que le sacre du présent est en même temps le sacre de la vitesse. C'est ce qu'avait déjà vu Nietzsche à la fin du XIXe siècle dans ses considérations intempestives au paragraphe 9. Quel visionnaire ce Nietzsche. On vit au jour le jour, on vit très vite. La sacralisation du présent est dans le même moment une sacralisation de la vitesse. De sorte qu'il nous faut inventer, dans ce monde de l'emballement, si on ne veut pas être totalement emporté, il faut inventer ce que Hartmut Rosa, un jeune philosophe allemand héritier de Habermas, appelle des oasis de décélération. Très belle formule, des oasis de décélération. Des lieux où ça ralentit. Il faut que les lieux d'éducation soient ou deviennent des oasis de décélération, pour que le temps partagé reste le temps serein de la transmission. Voilà, merci pour votre écoute attentive.